Salut à tous. On s'est sûrement tous déjà posé la question en regardant passer un train, mais comment ça marche exactement? Comment ces géants d'acier arrivent à rester sur leurs rails et à nous transporter de façon si fluide? Eh bien aujourd'hui, on soulève le capot, on va plonger dans la mécanique, dans le génie un peu caché qui fait avancer ces machines. On commence tout de suite par un truc qui, franchement, semble défier toute logique. Comment un train de plusieurs centaines de tonnes fait-il pour prendre un virage alors qu'il n'y a absolument aucun volant? C'est un vrai casse-tête d'ingénieur. La réponse, elle n'est pas dans la cabine de pilotage, non. C'est beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. La solution est cachée dans la forme même de la roue. Regardez bien, une roue de train. Elle n'est pas plate du tout. Son secret, il est en deux parties. D'abord, le boudin, cette espèce de rebord à l'intérieur, qui est là pour la sécurité. Et surtout, il y a la surface qui est en contact avec le rail, la table de roulement. Et c'est là que tout se joue. Elle est légèrement conique. C'est ce détail qui est la clé de tout. Ce principe, on l'appelle la conicité. Et c'est ça, la solution de génie qui permet à un essieu totalement rigide, avec deux roues solidaires, de prendre une courbe tout en douceur. Alors comment ça marche concrètement? C'est simple et brillant. Quand le train arrive dans un virage, la force centrifuge pousse l'essieu un tout petit peu vers l'extérieur. Résultat, la roue extérieure se met à rouler sur sa partie la plus large, donc son plus grand diamètre. Pendant ce temps, la roue intérieure, elle, roule sur sa partie la plus fine, son plus petit diamètre. Et voilà, la différence de distance à parcourir est parfaitement compensée. Le train se guide tout seul, c'est presque magique. D'accord, le train s'est tourné, c'est réglé. Mais il y a un autre mystère. Comment ça se fait que le voyage soit si doux? On parle quand même de métal qui roule sur du métal. Ça devrait nous secouer dans tous les sens, non? La solution, c'est un système de suspension hyper malin, à deux étages. D'abord, il y a la suspension primaire. Son boulot, c'est d'encaisser les gros chocs, les plus violents, ceux qui viennent directement du rail. Et ensuite, il y a la suspension secondaire. Elle se trouve entre le bogie et la caisse du wagon, et elle filtre toutes les petites vibrations pour nous donner cette impression de glisser en tout confort. Et au fond, les composants sont assez classiques, un peu comme sur une voiture. On retrouve des ressorts, souvent des gros ressorts en métal, pour absorber l'énergie des bosses, et des amortisseurs pour empêcher le wagon de rebondir sans arrêt. Mais attendez, ce n'est pas tout. Sur les trains les plus modernes, on est allé encore plus loin. On a remplacé les ressorts en métal par de l'air. Oui, le train flotte littéralement sur des coussins d'air. C'est ce qu'on appelle la suspension pneumatique. Ça donne une douceur de roulement absolument incroyable. Et bien sûr, pas de panique, tout est prévu. En cas de fuite, un ressort de secours est caché à l'intérieur et prend le relais. La sécurité avant tout. Bon, on a vu comment le train se déplace en douceur. Mais pour qu'il fonctionne, il y a tout un tas de systèmes vitaux en arrière-plan, des sortes de supports de vie. Et tout ça, ça commence avec un élément étonnamment familier. C'est assez fou, mais même une locomotive colossale de 5000 kW a besoin d'une simple batterie pour se réveiller. C'est elle qui lance le moteur principal, mais elle alimente aussi tout le cerveau électronique du train, les systèmes de sécurité comme les feux, la radio et même l'éclairage de secours. L'autre fluide vital du train, c'est l'air, plus précisément l'air comprimé. Il est produit à bord par un système assez sophistiqué et il est essentiel pour une fonction absolument critique, le freinage. Et cet air, on ne se contente pas de le pomper, il suit tout un parcours. Il est filtré, puis compressé, ce qui le fait chauffer, on le refroidit donc, et ensuite, étape cruciale, on le passe dans un sécheur pour enlever la moindre goutte d'humidité. Pourquoi? Parce que si de l'eau gelée dans les tuyaux en hiver, ça pourrait bloquer les freins. L'air stocké est donc parfaitement propre et sec. Le système maintient cet air à une pression constante, entre 7 et 9 bars. Pour se faire une idée, c'est environ 3 à 4 fois la pression d'un pneu de voiture. C'est cette force-là qui est nécessaire pour pouvoir arrêter en toute sécurité des centaines de tonnes lancées à pleine vitesse. D'accord, mais maintenant, comment est-ce qu'on transforme la puissance immense du moteur en une force de traction capable de tirer des dizaines et des dizaines de wagons? Eh bien, ça fonctionne un peu comme un vélo géant. Le moteur, qui tourne très très vite, entraîne un tout petit pignon. Et ce petit pignon entraîne une énorme roue dentée qui est fixée sur l'essieu. On transforme donc la vitesse en une force de traction massive, un couple gigantesque. Ensuite, il faut transmettre cette force de wagon en wagon. Et là aussi, on a beaucoup évolué. On est passé des vieux systèmes à vis qu'il fallait serrer à la main, un travail de forçat, à des attelages automatiques modernes. Aujourd'hui, en un seul clic, tout est connecté. La mécanique pour la traction, l'air pour les freins et l'électricité. Mais toute cette puissance, toute cette complexité ne serait rien sans une sécurité à toute épreuve. C'est là qu'on voit comment l'ingénierie travaille en silence pour éviter le pire. La crainte numéro 1 de tous les conducteurs de train,
C'est ce qu'on appelle la boîte chaude. C'est une défaillance d'un roulement dans la boîte d'essieu. Ça se met à surchauffer à cause de la friction, et si ce n'est pas détecté, ça peut mener à la rupture de l'essieu et au déraillement. Heureusement, il y a un garde-fou invisible. Le long des voies, des capteurs infrarouges scannent la température de chaque boîte d'essieu à chaque passage de train. À la moindre chaleur anormale, l'alerte est donnée immédiatement et le train est arrêté bien avant que le drame ne puisse se produire. Au final, ce qu'on voit, c'est qu'un train n'est pas juste une machine de force brute, c'est une symphonie de solutions ingénieuses, discrètes. Et ça nous rappelle que la meilleure technologie, c'est souvent celle qui se fait oublier, celle qui fonctionne tellement bien qu'on ne la remarque même plus. La prochaine fois qu'on montera dans un train, on pourra penser à tout ce génie caché qui glisse juste sous nos pieds.